projet audio. Bienvenue à cette deuxième édition de Nouveaux projets audio, un épisode entièrement consacré à l'ouvrage intitulé « La vie habitable », signé par Véronique Côté. Sixième titre de la collection « Documents », une série de courts essais sur les enjeux sociaux, culturels et individuels de notre époque, La vie habitable porte sur notre besoin de poésie. Son auteur, Véronique Côté, est diplômée du Conservatoire d'art dramatique de Québec. Comédienne, metteur en scène et auteur, elle a joué dans une vingtaine de productions et a été dirigée entre autres par Éric Jean, Jean-Frédéric Messier et Wajdi Mouawad. Dans La vie habitable, Véronique Côté s'interroge sur la place qu'occupe ou que devrait occuper la poésie dans notre société. Pour nourrir ses réflexions, Véronique a demandé à quelques personnes éclairées, issues de différents milieux, de répondre à quelques questions à ce sujet. On vous propose donc d'écouter quelques-unes d'entre elles, nous présenter tour à tour leur propre définition de la poésie et partager avec nous leurs réflexions sur l'idée de poésie comme outil politique. Chaque collaborateur partagera aussi une anecdote personnelle où la poésie s'est manifestée de manière particulièrement marquante. Écoutons donc les propos de Serge Bouchard, anthropologue et animateur de radio, Catherine Dorion, auteure, comédienne et militante politique, et Daniel Weinstock, philosophe et professeur à la faculté de droit de l'Université McGill. Mais avant et surtout, écoutons l'auteur de La vie habitable nous lire quelques extraits de son livre et nous présenter ses convictions, ses questionnements et ses aspirations reliées au rôle que joue la poésie dans nos vies. C'est moi-même, Antoine Bédard, qui vous souhaite une bonne écoute. J'ai besoin de poésie. C'est arrivé très tôt. Je ne peux pas dire quand, c'est trop loin. L'enfance a commencé après. Compter les lucioles, espérer une étoile filante, attraper des papillons sans toucher la poudre colorée couvrant leurs ailes, cueillir les framboises dans la cour et imaginer la vie en autarcie, boire du thé très léger dans les belles tasses anglaises de ma grand-mère. Chaque jour de mon enfance m'apportait son lot d'espérances fugaces, de joie friable, de projets incertains mais magnifiques. Longtemps, j'ai eu l'impression que tout le monde était comme moi. Je croyais que notre besoin de poésie était une chose intime, personnelle, mais commune dans le sens de partagée, de normale, de régulière. Je croyais que ce besoin brûlait au cœur de chacun d'entre nous, qui faisait partie du kit de base des besoins en quelque sorte. Avoir besoin d'un toit, de chaleur, de nourriture, d'amour, d'éducation et de poésie. Je l'ai cru longtemps. Puis, devant toutes sortes de fêlures, petites et grandes, je me suis surprise à peut-être cesser d'y croire. Ils ne devaient pas ressentir ma soif de poésie, ces conducteurs qui s'amusaient à faire peur aux cyclistes sur la route. Ils ne devaient pas avoir besoin des mêmes lumières que moi, ces dirigeantes pétrolières s'apprêtant à saccager la plus belle île du Québec et s'en félicitant à belles dents dans ma télévision. Ils devaient avoir oublié le désir et la foi de leur début dans le service public, ces politiciens qui avaient ouvert toutes grandes les portes de cette scandaleuse dépossession collective. C'est là que se loge l'erreur, la mienne et celle de plein de monde. Celle de se croire tout seul de sa gang. Celle de perdre confiance. Celle de renoncer à voir ce qui brille au fond des gens, même ceux avec qui on ne partage apparemment aucune valeur. Celle de cesser de s'adresser à cette part-là de nos contemporains qui tremblent, qui cherchent la beauté, qui aiment. Celle de nier que le besoin de poésie existe au cœur de tous. Le livre est né d'une sorte de sensation très forte, mais très floue, d'une certaine inadéquation avec la vie publique, l'espace public, la façon dont les choses se passaient et continuent à se passer. Avec cette sensation-là qui était, comment je dirais ça, grandissante, sur laquelle j'avais très peu de prise. C'est-à-dire que j'avais un fort mouvement en moi qui m'amenait à sentir que il y a quelque chose dans la façon dont on fait les affaires, la politique, les communications, la façon dont on se parle, la façon dont on réfléchit les enjeux sociaux en ce moment, qui me semblait ne pas être juste
en fait, pas dans le sens de justice, mais dans le sens de justesse. Donc, d'une part, il y avait cette sensation-là très forte qui m'habitait, qui m'habite encore. D'autre part, il y a eu un premier texte que j'ai écrit pour un événement qui s'appelle le Festival du Jamais lu. C'était une soirée de textes divers autour du thème « C'est quoi notre problème ?» Donc, j'ai écrit un texte dans le cadre de cet événement-là qui s'appelait l'Appel au festin et qui était un peu, je dirais, le départ de cette réflexion-là autour de la sensation à la fois qui m'oppressait et qui m'appelait, qui appelait à ma conscience à réfléchir autour de ça, en fait. Je parle de poésie, j'écris le mot et l'écrivant, je sais tout ce qui résiste dans l'esprit de la foule. Tout ce qui se braque dans l'oreille publique. Tout ce qui s'est mis à croire parce qu'on s'est acharné à lui faire croire que ce mot parle de douceur inutile et de bonté impossible, de beauté incompréhensible et ruineuse, d'aspiration prétentieuse, de charabia, de littérature, comme quand on dit littérature avec des italiques dans la voix, comme quand on dénature ce mot pour le dresser en antonyme des vraies affaires. De gaspillage, d'enfantillage, de caprice, de rimes quétaines, bref, de luxe. D'un luxe d'autant plus scandaleux qu'on nous martèle que nous n'en avons ni le besoin ni au fond vraiment l'envie, et qu'il est plus que jamais, air austère oblige, un luxe ridicule et abusivement hors de prix. Quand je parle de poésie, je parle pas du genre littéraire, quoique la poésie dont je parle englobe le genre littéraire, ne l'exclut absolument pas. Mais quand je parle de poésie, je parle d'une manière d'aborder le monde, de lire le monde et qui nous est donné en fait, qui est pas quelque chose qui est inconnu à personne. C'est pour moi une façon d'accueillir le caractère imprévisible, le caractère accidentel de la vie. La poésie, pour moi, ça naît du choc des sens ou du choc du choc des images. Puis c'est comme si ces images-là peuvent se produire de toutes sortes de façons et puis peuvent arriver dans toutes sortes de cadres. Et effectivement, ça arrive assez souvent dans le cadre du langage. C'est la manifestation la plus concrète, la plus lisible et puis la plus facile à circonscrire. Mais pour moi, ça se limite pas à la forme littéraire. Serge Bouchard. La poésie, tout le monde est poète. C'est une vision du monde, c'est un rapport au monde. Ben, c'est vrai que ce rapport au monde, que moi je qualifie de primitif, nous sommes des humains. Parce qu'on est fabriqués pour avoir un regard poétique. C'est-à-dire pour faire des liens, pour nous émerveiller et faire des liens nouveaux entre les éléments de ce qui constitue notre monde. Et c'est la plus belle partie de nous, en fait. Parce que les sociétés traditionnelles anciennes qui étaient fondées sur la poésie sans jamais inventer ce mot, sans jamais y penser, c'est une société qui littéralement baignait dans une beauté, dans la création de la beauté. C'est tout. Ça, le monde, il est beau ou il est pas beau. Tu l'haïs ou tu peux te mettre à l'haïr. C'est simple. Tu as juste à te fermer les yeux, tu as juste à l'instrumentaliser, à le fonctionnaliser. S'il y a une distance entre le point A et le point B, ce n'est qu'une distance quantitative, bien là, ta vie est plate. Là, mais si entre les deux, tu as découvert 12 000 univers d'émerveillement, que ce soit cet arbre-là, cette pierre-là, ce lac-là, ça peut être ce poteau-là, ça peut être cette maison-là, ces gens-là, ces souvenirs. Il y a un très beau mot, ça s'appelle « enchanter le monde ». Pour moi, la poésie, c'est aussi une forme de manifestation de notre liberté. Puis je pense que c'est ça qui est fondamental pour moi dans plus que le rapport à la beauté, plus que le rapport précieux de l'existence puis de la nature puis tout ça, le rapport à la liberté qui est contenu dans la poésie, je pense que c'est la chose essentielle dont j'ai besoin quotidiennement en fait. J'ai besoin de sentir que j'exerce ma liberté le plus souvent possible, puis que quand je l'exerce pas, j'ai besoin de sentir qu'elle continue à exister dans ma tête, dans mon être, en fait. Catherine Dorion.
La poésie est un acte de liberté. Dans n'importe quelle culture, il y a des idées ou des idées grégaires, disons. Où tout le monde pense de cette façon-là, où donc, tu dois rentrer dans le moule un peu. Tu sais, l'être humain est assez grégaire, là. Donc, plus t'es libre, plus tu vas agir malgré ces conventions-là, et souvent contre ces conventions-là. Donc, quand ta liberté, tu l'exprimes assez intensément pour qu'elle devienne pas juste liberté de marcher dans la rue et d'avoir du fun avec tes amis, mais où la liberté, tu l'amènes tellement loin qu'elle va au-delà des conventions là, de chaque culture. Ben c'est sûr qu'à un moment donné, t'arrives contre le courant. Il y a un moment où t'es contre le courant, puis où les forces sont contre toi, puis c'est là que ça devient un acte de résistance. Puis pour moi, là, tout ce qui est conservateur, quand je parle de grégarité, là, tout ce qui dans une culture devient figé, c'est-à-dire c'est comme ça que c'est, puis si tu penses autrement, si tu ressens autrement, t'es un marginal, t'es un fucké, on devrait pas t'écouter, puis on va te marginaliser, en fait, pour que personne suive ton idée. Ben, chaque fois que tu réussis, malgré ça, malgré le courant contraire, à exprimer ton idée de façon poétique, là, à faire ressortir ça en poésie, les autres, même parmi ceux qui sont les plus grégaires, vont ressentir quelque chose. Il va se passer quelque chose chez eux. Ils vont sentir le courant, peut-être juste pendant une fraction de seconde, mais ça va avoir été ça, t'auras touché quelque part au fond d'eux. Puis dans ce sens-là, c'est une lutte, là, c'est une résistance extrêmement active et dans le fond des choses, dans le souterrain de la société, il se passe constamment des choses, puis je pense que c'est là que la poésie joue. Je dis que nous avons besoin de nous reconnaître les uns les autres. Je dis que nous avons besoin de partager la beauté cachée des lieux et des objets. Je dis que nous avons besoin de poésie depuis l'enfance, depuis bien avant les idées, bien avant le langage même, depuis le début de la conscience de l'autre, parce que la poésie est une façon de comprendre l'autre en devenant soi-même, le temps d'une image, celui qui imagine, l'origine. Je dis que tout le monde n'a pas besoin des mêmes voyages, mais que tout le monde a besoin de voyager. Je dis que nous avons besoin de poésie comme nous avons besoin de beauté, de lumière et de nos voisins. Je dis que tout nous raconte le contraire, parce que dans cette idée se cache une forme agissante de subversion. Et si nous étions plus libres qu'on veut bien nous le faire croire? En rendant la vie imprévisible, la poésie nous apprend la liberté. Le livre, ça m'a permis de partir dans cette réflexion-là, puis d'essayer d'en trouver les ancrages concrets. C'est-à-dire, étant donné que c'est une réflexion qui est très, c'est ça qui est très vaporeuse à la base, j'avais comme besoin de trouver par où ça pouvait s'exprimer des façons les plus concrètes possibles. Et puis cette recherche-là a été passionnante pour moi, c'est-à-dire que ça m'a permis justement de faire des liens entre plusieurs endroits d'inconfort et qui pour moi finalement se rattachent tous à ce besoin-là de poésie collectif en fait, qui est pas un besoin personnel, hein, qui est plutôt quelque chose que j'identifie à quelque chose de collectif qu'à quelque chose d'individuel. Je pense que c'est quelque chose d'essentiel à l'être humain d'exprimer ce qu'on appelle la poésie, mais puis de l'exprimer puis de la ressentir, mais d'essentiel pas dans le sens essentiel à sa survie, mais qui fait partie de son essence. C'est-à-dire que c'est dans son essence de créer du sens puis d'avoir besoin de sens. Puis je suis sûre que la poésie est reliée à ça, dans le sens que quand on voit, peu importe la situation qu'on a devant les yeux, peu importe ce qu'on vit à l'intérieur de nous ou avec les autres autour de nous, on a besoin de créer un sens puis d'exprimer ce sens-là. Puis ce sens-là, il est universel dans le sens où il change pas avec les époques. C'est pas, bon, ben maintenant, on est au 21e siècle, donc c'est la raison, l'économisme, c'est ça le sens, c'est point final. Non, on continue à essayer de créer des sens qui sont universels, c'est-à-dire que à chaque époque, c'est un peu la même recherche qu'on a faite, à chaque époque, puis dans chaque civilisation, si on veut, ou culture, là, tu sais. Qu'est-ce qui touche l'être humain? Qu'est-ce qui fait que d'un être humain à l'autre, le même sens se reproduit, puis qu'on crée des fois des mythes, des fois des façons d'agir. C'est ça, c'est dans l'essence de l'être humain de rechercher de la poésie, mais d'en créer constamment aussi. Fait que peu importe où il se trouve, il va le faire. T'sais, c'est comme dans la toune de Desjardins, le cœur est un oiseau. Pour moi, ça parle vraiment de ça. Là. Contre la tyrannie, il refait son nid. Ou peu importe où il se retrouve, il est toujours en train de se rebâtir. Ça existe là où l'homme est. Point. Peu importe à quel point on essaie de l'écraser. Alors, on est tous des poètes et la poésie, c'est une arme redoutable.
c'est aujourd'hui, malheureusement, on a voulu l'isoler dans une surspécialisation, le cercle poétique isolé. Moi, je pense que c'est le meilleur outil de réparation et de guérison, la poésie. C'est très, très puissant. Très puissant pour donner du sens au monde. Puis du sens délinquant au monde. C'est-à-dire, c'est pas un sens commun, convenu, imposé. C'est-à-dire que... Bon, puis dans ce que j'écris aussi, c'est pour nous rappeler que c'est non seulement un outil, mais c'est presque un devoir, parce qu'on est nous sommes des créateurs de monde. Et c'est là qu'on est le plus beau. Donc, on n'est pas des reproducteurs, on n'est pas des ceci. On fait tout dans la vie. C'est sûr qu'on fait toutes sortes de choses dans la vie, mais une chose était certaine, nous sommes responsables de la création de notre monde. Et je dirais que c'est même politique. S'il y avait plus de poésie en politique, on débloquerait. On débloquerait quelque part. C'est énorme de dire un truc comme ça. Mais l'esprit pratique nous a instrumentalisés, a véritablement tué l'imagination politique. Et quand les gens en parlent, on est dans un creux politique, on a des... Tu sais, c'est pas des personnages politiques très, très relevés qui sont autour de nous, dans tous les domaines. Mais c'est parce que c'est des gens qui sont sans vision du monde. Ils ont une vision de court terme, ils ont une interprétation des sondages, ils ont des analyses pratiques, ils ont des analyses instrumentales, ils ont des calculs comptables, c'est des néolibéraux à la petite semaine. Une vision du monde, c'est pas ça, là, c'est autre chose. Je souhaite qu'une société émerge, la guérison, une vraie démocratie, ce serait une démocratie de créateurs de monde. Alors, on aurait un discours plus relevé, mais un discours plus poétique. Ah oui, que j'amène la poésie bien loin de ses sentiers normaux. Hein. Daniel Weinstock. Je dirais que toute collectivité est dans un sens un rêve. Même les petites sociétés, entre guillemets, comme le Québec, sont des sociétés qui sont, à l'échelle historique, énormes. C'est pas comme le village de nos arrière-grands-parents, où les gens se connaissaient face à face. La communauté, l'idée que nous soyons une communauté ici au Québec, ou que c'est en fait un rêve. C'est une manière de dire nous avec des gens que nous ne connaissons pas et que nous ne connaîtrons jamais. Et la poésie me semble être un véhicule de cette possibilité, un véhicule non réducteur, un véhicule qui nous permet de dire nous avec un nous ouvert, avec un nous qui tend vers l'avenir, qui est constamment à définir, à redéfinir, qui ne pointe jamais du doigt, là, voici le nous, voici le eux. Et je crois que s'il y a eu, et à mon avis, oui, il y a eu une sorte d'appauvrissement de la pensée nationaliste au Québec, disons dans les 40 dernières années. C'est en partie peut-être parce que la poésie en a été, de passer de Gérald Godin à PKP, il faut méditer ça, là. Sans vouloir nécessairement redire quoi que ce soit, là, sans vouloir faire de ça une critique d'un personnage comme PKP, de dire qu'un mouvement s'incarne chez un poète en 1975-76 et de dire que maintenant il s'incarne dans un homme d'affaires, ça dit quelque chose sur la trajectoire de ce mouvement. Et il n'est pas étonnant, à mon avis, que la disparition de la poésie comme condition de la possibilité du nous québécois se soit accompagnée par une sorte de nous beaucoup plus explicite, par un nous beaucoup plus catégorique. Voici les frontières du nous. Et au-delà de ces frontières qui sont très claires, c'est le eux, qui pourraient éventuellement peut-être s'assimiler au nous, mais à telle condition, très explicite, très claire, on fait des chartes. Donc, j'y avais jamais pensé dans ces termes, mais je suis parfaitement d'accord avec, peut-être même au-delà du droit, je dirais presque une obligation de voir un projet national, que ce soit un projet national, quelle que soit son expression politique, comme étant campé sur le genre d'ouverture, le genre de cultive la zone grise plutôt que d'essayer de l'expulser, que la poésie, entre autres formes, rend possible. Le droit à la poésie, pour moi, est aussi un droit politique. Et puis, en fait, c'est ce qui fait défaut affreusement en ce moment. C'est-à-dire que la façon dont on réfléchit le politique
On est écrasé par un économisme qu'on nous présente comme une réponse unique, en fait, comme si on nous disait, on n'a pas le choix, c'est tout, c'est la seule façon qu'il y a de faire les choses en ce moment, on l'a fait, c'est l'austérité, c'est démanteler les systèmes qu'on a mis en place pour se sortir collectivement de la précarité, c'est tout ce qui a à voir avec les filets sociaux, tout ça, on démantèle et on nous présente ça comme étant une réponse exclusive, c'est-à-dire comme s'il y avait aucun autre choix. Et c'est pas vrai. Moi, c'est ça qui me choque. C'est pas vrai qu'il y a pas d'autre choix. On peut imaginer d'autres façons de faire. On le fait pas. On choisit de pas le faire. Le vrai courage politique, ce serait de dire, nous pourrions faire autre chose. Nous choisissons néanmoins de couper dans ces programmes sociaux. Mais c'est pas ça qui est dit jamais. Ça nous est présenté comme si c'était une chose inéluctable et responsable et alors que c'est pas vrai. Moi, je pense que c'est une des choses qui me choque le plus. S'ils avaient une vraie imagination, il y en a plein d'autres solutions. Faut juste arrêter de penser que tout est arrêté. Le mot beauté est devenu fragile. Il parle à la fois d'aspiration quasi métaphysique et de consommation implacable. Il parle à la fois de soif sauvage et de publicité abrutissante. C'est un mot qui tremble. C'est un mot qui vacille dans nos esprits. Nous pressentons qu'il nous appelle, mais presque chacune de ses incarnations nous oppresse ou est vidée de son sens. Le mot beauté est devenu incertain et bancal, comme 1000 autres mots qu'on vide jour après jour de leur essence, qu'on sacrifie sur les autels clinquants de la publicité, de la mode, de la chronique et des médias de masse, les laissant méconnaissables et affaiblis, défigurés. Pour ceux qui seraient tentés d'en retrouver la signification originelle et d'en convoquer la puissance intrinsèque, il faut d'abord rétablir un peu l'harmonie perdue, soigner les mots blessés, en retrouver les définitions, même quand ces dernières glissent des doigts, comme profanées par l'étendue du malentendu. On s'exprime surtout politiquement, en termes de positions très carrées, très unilatérales, donnant très peu de part aux zones grises. Donc nos sociétés deviennent très dichotomiques, elles deviennent très polarisées sur le plan politique. Je pense qu'on le voit un peu partout. Je me dis que de donner une plus grande place, par exemple dans l'éducation, à la poésie, serait une manière de, bon, c'est peut-être une banalité, d'ouvrir les esprits, mais au sens très précis, où ouvrir les esprits veut dire ne pas s'en tenir au sens toujours littéral des mots, être conscient des zones grises, être conscient des demi-teintes, être conscient du fait que entre ce que l'on veut dire et la vérité, ou le beau, la justice, il y a toujours un écart et que nous ne pouvons jamais pleinement posséder le beau, le vrai, le juste par notre langage et que l'autre détient peut-être également une partie de donc ces valeurs que nous essayons d'atteindre par le langage. Alors, je crois qu'il y a une place à la poésie qui est de plus en plus... Je crois pas que la poésie ait sa place dans la société d'aujourd'hui. Je regarde la place la place qui n'est pas faite à la poésie dans l'éducation de mes enfants. J'ai peur parfois que cette potentialité du langage, qui je crois a un effet moral sur les individus, commence à se dissiper à mesure que la place du poète et de la poésie se marginalise. Depuis quelque temps, je remarque une forme d'agression particulièrement insidieuse à l'égard de la langue. Elle consiste à vider les mots de leur sens, à les empailler en quelque sorte. On garde l'enveloppe, on la fourre avec n'importe quoi et on recoud. Le mot a encore l'air vivant, mais il a les yeux morts. Nous avons besoin de sens. Et ça, c'est très primitif. Tous les gens ont fait ça dans la vie. Les gens normaux. Les sociétés normales. Je ne parle pas notre société, mais les sociétés normales en santé sont des sociétés qui se préoccupent de leur poésie, de l'enveloppe poétique de leur vie quotidienne. L'époque fait grand bruit. Difficile de trouver un coin où se mettre à l'abri de l'assourdissant manège tournant jour et nuit, pétaradant, hoquetant, ronflant. Le flot pollué des ondes et le véhicule d'une logorée boueuse et indigeste qui semble s'autogénérer, sans possibilité de ralentissement, de pause, ou mieux, de silence.
S'ajoute à tout ça l'effarante quantité de vox pop dont on croit bon devoir nous gratifier jour après jour, et ce, même sur les ondes de la radio et de la télévision publique, qui émaillent nombre d'émissions de ces consternantes prises de parole où rien ne peut véritablement s'exprimer, les questions du jour oscillant invariablement entre le grand mystère météorologique, l'impatience citadine devant les multiples irritants de la vie urbaine et la perte de confiance à l'égard de quelques paliers de gouvernement. Ce dont il est question, au fond, sous toutes ces couches d'insignifiance, c'est de notre fatigue, de nos tracas noués en grappe le long de nos colonnes vertébrales, de notre peur de manquer quelque chose, de notre peur de manquer de quelque chose, et de notre longue, longue impuissance, si longue et si inscrite en nous que nous ne la voyons même plus. Ce dont il est question, c'est de la difficulté de vivre ensemble dans des systèmes où nous nous sentons par moments incompétents et le plus souvent incompris, et quand quelqu'un prend finalement la peine de nous demander ce que nous pensons, ou, encore plus prenant, comment nous nous sentons, nous nous jetons sur le porte-voix pour dire que nous n'en pouvons plus d'être si peu aptes à cette vie, si frigorifiés, si épuisés, si seuls. Nous disons alors avec force et sur toutes les tribunes des choses comme « Nous sommes tannés de pelleter ». Comme si de ce constat pouvait miraculeusement jaillir un projet de société. Dans ce grand cri occulté par la banalité avec laquelle on s'acharne à le draper se cache pourtant une vérité à propos de la foule. Elle a grand besoin de parler au nous. Elle a besoin de se rappeler qu'elle est capable de grandes choses. Bien sûr que nous sommes tannés de pelleter. Mais ce n'est pas là le fin mot de l'histoire. Nous sommes tannés de pelleter parce que nous aspirons encore au sublime. L'idée de faire appel à des collaborateurs est venue d'une sorte d'envie d'entendre de quelle façon cette idée-là résonnait chez des gens qui, pour moi, font déjà ce travail-là, en fait, de défendre la poésie dans l'espace public. C'est comme une sorte de besoin de communauté, là, finalement, autour de cette idée-là. J'ai eu envie qu'il y ait d'autres gens, puis qu'on fasse comme se répandre nos sensations à propos de cette idée-là. Et puis, entre autres, dans les questions que je leur ai posées, j'ai demandé à presque chacun de me raconter une histoire très personnelle où ils avaient vu où s'était passé un moment de poésie dans leur vie. Et puis, voilà, ça m'a fait beaucoup de bien de lire ces moments-là fragiles. Et en fait, si c'était pas eux qui les racontaient, si on les voyait de l'extérieur, on pourrait pas se dire, voici, il est en train de se passer un moment de poésie, parce que c'est indétectable de l'extérieur ce qui se passe dans les gens, en fait. Mais donc, il y a entre autres Hugo Latulippe qui raconte comment il s'est rendu compte que son garçon à l'école s'assurait que sa petite sœur qui est née avec un handicap et qui est plus fragile puis qui a besoin de plus d'encadrement, il s'est rendu compte que son garçon, quand ils ont changé d'école, s'assurait tous les matins que sa petite sœur était bien rendue dans sa classe puis que ça se passait bien pour elle. Et tout ça sans en glisser un mot à ses parents. Et puis que ces petits gestes-là que son fils posait envers sa fille étaient pour lui le plus grand gisement de poésie qui pouvait pas exister. Moi, ce genre de choses-là, je trouve que ça raconte très fort cette idée-là selon laquelle la poésie, c'est en nous l'espèce de gardienne de l'humanité, en fait. C'est l'espèce d'endroit par lequel on peut sentir ce qui est juste, puis choisir d'aller vers là, en fait. La poésie avait très peu de place dans ma vie, disons, je dirais, jusqu'à l'université. Et je me rappelle très bien de l'expérience qui a fait surgir en moi, premièrement, une appréciation pour la poésie. Quand je suis arrivé ici à McGill, j'ai fait mes études à McGill au début des années 80, et j'ai été entraîné par certains de mes amis avec qui je faisais de la radio étudiante à un récital de poésie d'un poète qui, je crois, est depuis disparu, qui s'appelle Laurence Ferlinghetti, qui était un des derniers poètes beats, donc un ami de Ginsberg et compagnie.
compagnie, et il avait lu d'un recueil qui s'appelle, alors un titre magnifique, A Coney Island of the Mind. Coney Island, qui est donc ce grand parc d'attractions à New York, dans Brooklyn, à Coney Island de l'esprit. Et on avait vraiment l'impression dans ses poèmes qu'il s'amusait avec les mots comme un enfant s'amuse dans un parc d'attractions. Et j'ai été pendant 1 heure complètement séduit par ce discours qui m'a fait découvrir un continent, en quelque sorte, dont j'ignorais l'existence avant ça. J'étais lecteur de romans. Je suis toujours plus lecteur de romans probablement que lecteur de poésie. La poésie demande une sorte d'attention qu'on n'a pas forcément tous les jours. Cela dit, ça a été le début pour moi vraiment de l'ouverture d'un pan esthétique, d'un pan d'expérience esthétique que j'ignorais complètement. Donc, ça devait être quelque part comme 1980 et je m'en souviens comme si c'était hier. Un moment poétique intense que j'ai vécu, là. J'en ai plusieurs. Je me souviens quand j'ai commencé à voyager, c'était le fait de changer d'environnement super vite. Je sais pas, ça nous met dans une disposition où on est super ouvert à tout. Je me souviens une fois, j'étais à Londres pendant ma maîtrise. Puis là, j'étais vraiment pas en voyage. J'étais un peu habituée d'être là. C'était l'hiver, j'étais un peu déprimée. J'étais pas capable de me concentrer. Fait que je m'en vais marcher dans le cimetière à côté d'où j'habitais. Puis juste pour essayer de me changer les idées. À un moment donné, je me suis assis, j'étais un peu down sur un banc. Puis je me suis mis à regarder. Il y avait un arbre où il y avait plein d'oiseaux. Puis c'est vraiment beau le chant des oiseaux, là. C'était des petits oiseaux, des moineaux, je sais pas trop quoi, mais c'était un petit chant super clair, super beau, puis il y en avait vraiment beaucoup. Puis je me suis mis juste à me fermer les yeux puis à écouter pour le fun, en me disant écoute bien voir, tu sais. Puis tout à coup, là, la beauté de ça, là, ça va avoir l'air un peu débile, là, mais la beauté pure de cette espèce de chant-là là, m'a rempli, puis c'était vraiment succulent à vivre. Tu sais, j'en jouissais comme on jouit d'une crème glacée délicieuse ou comme d'un autre moment de plaisir, là. C'était un vrai, réel plaisir, tellement que j'en avais les larmes aux yeux, que je trouvais ça vraiment infiniment beau. Puis je l'écoutais jusqu'à ce que... Je l'écoutais pendant longtemps. Puis ça m'a mis dans un état d'ouverture, là, pendant... Un bon moment après, il y a une vieille qui est venue me parler sur le banc, elle a dû sentir que j'étais ouverte, mais elle est venue me jaser un peu. Ça a juste été un petit échange sensible, vraiment poétique, là, tu sais, qu'on mettrait dans un film. Puis plusieurs petits moments après ont suivi du genre, là, avant que je retourne dans mon train-train quotidien. Puis ça prend jamais trop de temps, mais en tout cas, c'est des affaires de même que j'ai fini par rechercher après, puis qui en plus m'ont donné envie, chaque fois que j'en vivais, me stimule, me donne envie d'écrire, ouais. Ça nourrit, oui. Wow, c'est quelque chose qui est non seulement marquante, mais qui a dominé ma vie. À un moment, il y en a plusieurs, mais moi, j'ai été élevé dans l'est de Montréal. J'ai été élevé dans la ville. Mais quand jeune homme, pour la première fois, j'ai quitté la ville et ma culture canadienne-française de ma jeunesse, là. Et comme un jeune anthropologue, je suis arrivé dans le nord, dans la forêt boréale, de façon inexplicable. Et je ne voudrais pas avoir à l'expliquer. J'ai découvert les épinettes noires et la forêt boréale et la taïga. Et c'est exactement une connexion, justement, les visions du monde, c'était une connexion comme ça. C'est comme si mon paysage intérieur s'était fixé une fois pour toutes. Et on avait établi une connexion. Et c'est une connexion d'une profondeur et d'une intensité incroyable. Et ça, c'est de la poésie pure. C'est-à-dire que pour moi, ce paysage-là, il est tellement inspirant qu'il en est dangereux. C'est wow! Bon, beaucoup de gens diront comme moi, qui vont ressentir la même chose pour la toundra, d'autres vont parler du désert, peu importe. Moi, ça a été cette forêt boréale, la taïga, et c'est resté jusqu'à aujourd'hui. Mais c'était un grand, grand moment, mais c'est la consolation suprême. Ce sont tellement des architectures importantes dans l'ontologie d'un humain, dans la création d'un humain, quand il y a ça. Comme l'écrit Hugo Latulippe, ce pays n'est pas à nous. Ce pays est le territoire de ce que nous sommes. Nous avons le devoir d'en léguer la beauté. Et comme il le souligne dans le même texte, il semble que nous n'ayons pas commencé à la voir, la beauté de ce pays. Ce pays de battures aux odeurs de roses et de varech séchés. Ce pays de marées infatigables, de sable mouillé, de bois flotté, ce pays aux mille grâces éblouissantes, parfumées, vivaces, sauvages, debout, entière. Ce pays de graminées salées, de foin de mer, de longues terres qui descendent jusqu'au fleuve. Ce pays d'îles imprenables. Ce pays de coquillages au nacre doux, ce pays d'esturgeons géants, ce pays de mouettes, de canards, de hérons. Ce pays de vent fou,
Ce pays de forêts, de lichens, d'écorces, de grands arbres, de rivières frémissantes, de lacs gelés, d'ailles des bois, de bleuets, d'épinettes noires, de huards, de lièvres, de perdrix. Ce pays de bernaches volant au-dessus de chacun de nos printemps. Ce pays de ciel trop grand, ce pays de temps qui doute, ce pays de saisons âpres, somptueuses. Ce pays revêche, droit, infini. Ce pays qui tremble dans la lumière des vastes oiseaux de mer, qui respire par le souffle puissant des rorquals, qui détale dans le port roux des chevreuils d'Anticosti. Ce pays dont on vit la plus grande partie de nos vies et le plus clair de l'année si éloigné. Ce pays qui nous manque tant. Nous pourrions inventer d'autres manières de vivre. Nous pourrions brûler d'autres désirs, d'autres combustibles. Nous en serions tout à fait capables. Il nous suffirait de le vouloir. C'est ce qui complète ce deuxième épisode de Nouveaux projets audio. La vie habitable de Véronique Côté sera disponible en librairie à partir du 11 novembre. Pour plus d'informations au sujet de nos publications ou du magazine Nouveaux projets, rendez-vous au www.nouveauprojets.com. En mon nom et au nom de toute l'équipe de Nouveaux projets, on souhaite de tout cœur vous retrouver l'an prochain pour un 3e épisode de notre podcast. Et d'ici là, bonne lecture.